Donc, la question en fait du territoire d'intervention des CHU, elle se pose depuis une dizaine d'années. Je vais citer 3 exemples. Au moment de la loi NOTRe en 2015 et du redécoupage des nouvelles régions, le périmètre traditionnel régional d'intervention des CHU s'est trouvé bouleversé par la généralisation de la cohabitation de plusieurs CHU au sein d'une même région. En 2016, au moment de la création des groupements hospitaliers de territoire, l'hypothèse d'une supraterritorialité des CHU a été écartée au profit de la responsabilité en tant qu'établissement support. En 2018, la Cour des comptes, dans un rapport sur justement la mission spécifique des CHU, a appelé de ses vœux la création d'une dizaine de réseaux de CHU en France pour mieux coordonner leurs actions et constituer des masses critiques nécessaires à la fois à la recherche mais aussi aux activités de recours. En 2023, aujourd'hui, après la crise Covid, au cours de laquelle les CHU ont pris en charge 80% des patients concernés par la pathologie, où ils ont joué de fait un rôle de coordonnateur de l'offre sur les territoires, nous considérons que ce débat est derrière nous et que nous avons démontré que nous sommes des acteurs en capacité d'agir sur les territoires et prêts à assumer une responsabilité territoriale. Les CHU comme les UFR doivent donc sortir de leur mur pour assumer cette responsabilité territoriale. Sans aucun doute, néanmoins, la mise en place des GHT a constitué un moment clé de la structuration de cette réponse à l'offre publique au sein des territoires, en mettant la priorité sur les parcours patients interétablissements. Les CHU sont pour la plupart des établissements supports, et à ce titre, ils sont en position à la fois d'assurer un équilibre entre la réponse à apporter aux citoyens et aux élus sur l'amélioration de l'accès aux soins pour les populations les plus isolées, mais aussi une nécessaire concentration du recours et de l'expertise sur certains établissements. Dans ce domaine comme dans d'autres, la crise a été un accélérateur de solutions, avec une ouverture des GHT qui était très critiquée pour leur hospitalocentrisme sur les établissements privés, les établissements médico-sociaux, mais aussi la médecine de ville, avec par exemple la création, l'ouverture de cabinets de consultation dédiés que les CHU ont aidé à mettre en place, ou des équipes mobiles de vaccination. Depuis ce moment accélérateur, des solutions adaptées aux besoins de chaque territoire, il n'y a pas de recette unique en la matière, ont été pérennisées et des nouvelles continuent de se développer dans un véritable foisonnement pour répondre, encore une fois, aux besoins de chaque territoire. On pense évidemment en premier au maintien en fonctionnement de services jugés indispensables dans des centres hospitaliers, aux moyens d'équipes territoriales, pour des maternités, des services d'urgence. Mais c'est aussi le portage de centres de santé dans des zones abandonnées par la médecine de ville, en grande ruralité, ou dans des quartiers prioritaires, dans des grosses agglomérations. C'est des solutions de bus itinérants pour des soins d'ophtalmologie, des soins dentaires par exemple. Ce sont des équipes mobiles ouvertes sur le territoire qui viennent apporter soit des réponses à des problèmes de précarité, soit à des besoins d'expertise particuliers. Et puis enfin, c'est des déploiements d'actions de prévention, on en a déjà parlé ce matin, en complémentarité avec les professionnels du premier recours et les collectivités locales, et on peut penser aux centres de vaccination déportés, comme c'est le cas actuellement dans les collèges, pour la vaccination HPV. Pour autant, le territoire naturel des CHU ne peut se limiter au groupement hospitalier de territoire. C'est ce qui s'exprime d'ailleurs sous une forme assez embryonnaire dans le Code de la santé publique, qui prévoit que les CHU conventionnent avec chaque GHT de leur subdivision pour coordonner les missions d'enseignement et de recherche, la gestion de la démographie médicale, les missions de référence et de recours. Le plus souvent, le territoire de la subdivision universitaire est commun au CHU et aux facultés de santé. Mais qu'est-ce qui permet de dire que cette échelle est la plus adaptée pour déployer un territoire de responsabilité partagée, soins, enseignement, recherche et innovation? D'abord, c'est une maille géographique qui est parfaitement adaptée à une organisation cohérente de la gradation des soins, de la proximité immédiate à la discipline de recours. Ça peut se traduire, par exemple, autour des hôpitaux de proximité que nous avons tous au sein de chaque GHT et qui peuvent permettre d'offrir un accueil de premier recours, programmé ou non programmé,
en lien avec les professionnels libéraux et les établissements sociaux du territoire, et auxquels on peut apporter une expertise en santé digitale, par exemple. C'est aussi la bonne maille pour organiser la sécurisation et la filière de prise en charge lorsque l'offre doit se transformer. Et là, on peut penser aux centres de soins non programmés, aux cellules d'orientation régionale pour les patients qui ont besoin d'une hospitalisation, aux centres périnataux de proximité. C'est enfin la bonne maille pour déployer des compétences et des expertises qui ne sont pas disponibles en chaque point du territoire et des outils pratiques, PACS de territoire, dossier patient informatisé, ordonnancement territorial des parcours patients. C'est également la bonne échelle parce que c'est le lieu de l'alliance intelligente entre les stratégies facultaires et les stratégies hospitalières qui sont absolument nécessaires pour garantir une efficacité des solutions qui sont déployées. Organiser des enseignements facultaires dans des villes de taille moyenne, c'est une solution auquel nous croyons tous, mais comment est-ce que ça peut fonctionner s'il n'y a pas un adossement à la création de postes hospitalo-universitaires, mais aussi de postes hospitaliers partagés au sein de ces établissements? C'est aussi l'amélioration de l'attractivité à l'installation dans les zones prioritaires, ne pas être isolé, appartenir à une équipe territoriale, pouvoir développer des activités d'enseignement et de recherche. Et c'est enfin le lieu où on peut accélérer les innovations et favoriser le développement économique, notamment en déployant des DRCI, Direction de la recherche et de l'innovation de territoire, pour soutenir l'investigation des chercheurs et des praticiens, mais aussi pour favoriser l'équité dans l'accès à des soins innovants pour tous les patients. Donc vous l'aurez compris, comme les collectivités territoriales et leurs élus, nous nous battons pour que l'accès aux soins pour tous et sur tout le territoire soit une priorité et pour trouver des solutions. Et je suis persuadée que la question de l'accès aux soins ne pourra se régler que sans les CHU et sans les facultés de santé. J'en arrive donc au dernier temps de ma présentation, c'est quelles sont les conditions pour que ça marche. La première, dans ce domaine comme dans d'autres, c'est de construire de véritables politiques de sites cohérentes, articulées, où les stratégies territoriales de formation et de recherche, d'innovation et de gradation des soins sont convergentes, avec des indicateurs que nous fixons en commun et donc une capacité à mesurer l'impact des politiques que nous mettons en œuvre sur les territoires. En effet, pourquoi former des futurs professionnels de santé au plus près des besoins dans des villes de taille moyenne s'il n'y a pas un encadrement universitaire dans les lieux de stage ou des modèles de praticiens hospitaliers ou de praticiens hospitalo-universitaires qui participent dans ces établissements à des projets de recherche et qui sont associés aux équipes du CHU. La deuxième condition, c'est le chantier de la fin du tout partout. Alors c'est un mantra chez moi, mais je peux en parler sur tous les sujets. C'est nécessaire pour au moins deux raisons. Une raison de bonne utilisation des deniers publics, et on en aura besoin pour garantir le financement de nos politiques territoriales, mais c'est aussi pour des raisons de sécurité des patients. Et c'est possible si nous participons à la construction de solutions de front office qui sont indispensables pour accompagner la pédagogie de la décision et de la transformation du système de santé. Ça n'est pas un fantasme, des solutions existent dans certains autres pays européens assez proches de nous, et je pense à l'Europe du Nord en particulier, qui ont restructuré drastiquement l'offre autour des hôpitaux publics avec une stricte gradation des soins. C'est aussi un moyen de dégager des marges de manœuvre financières, je l'ai déjà dit. La troisième condition, c'est la reconnaissance explicite du rôle des CHU comme colonne vertébrale de l'organisation territoriale, c'est-à-dire un repositionnement complet du rôle de pompier qu'on nous fait jouer en permanence vers une association auprès des agences régionales de santé, bien sûr, sur la participation à la prospective de l'organisation de l'offre. Cette responsabilité territoriale, elle devra donc être intégrée aux réflexions sur le nouveau modèle de financement, même si le soutien par les ARS de postes à temps partagé a déjà permis de lancer des initiatives. La quatrième et dernière condition, c'est une meilleure articulation avec les collectivités territoriales
qui s'investissent de plus en plus en santé. Région de France nous a communiqué le chiffre d'une augmentation par 10 du coût consacré par les budgets des régions aux questions de santé pour répondre bien sûr aux attentes des citoyens. Mais ces interventions, elles se font de manière éclatée et parfois désordonnée. Et ça n'est pas moi qui le dis. Ce sont les associations d'élus qui étaient réunies au Sénat sur ce sujet à l'automne 2022. Le plus souvent, nos CHU sont déjà accompagnés financièrement par la collectivité locale, les métropoles et les régions en particulier, mais principalement sur des sujets touchant la recherche ou les investissements. Néanmoins, un certain nombre de régions, face aux enjeux d'accès aux soins, ont commencé à accepter de financer des emplois d'hospitaliers universitaires contractuels, sur la partie universitaire de ces emplois en tout cas, donc les chefs de clinique, des professeurs associés ou des maîtres de conférences associés. Je me réjouis d'avoir entendu nos ministres hier matin acter la nécessité de travaux rapides pour financer la part universitaire de ces postes. Néanmoins, je pense qu'il faut dès à présent construire avec les régions un cadre expérimental qui nous permette de nous engager de manière pluriannuelle, CHU, ARS, université à travers les facultés, pour donner une visibilité aux acteurs, aux élus des villes concernées et à nos partenaires des centres hospitaliers. Et puis vous me permettrez en forme de boutade de conclure en insistant sur le fait que nos efforts conjoints ne pourront porter leurs fruits que si nous parvenons à établir une plus grande équité des rémunérations et du partage de la pénibilité qui décourage aujourd'hui tous les praticiens qui sont dans des disciplines à garde.